les ouvriers posent toute l'ossature intérieure du paquebot. Des centaines de poteaux et de traverses métalliques viennent renforcer la coque du Titanic. 22 mars 1909, le chantier du Titanic peut commencer. Près de 14 000 personnes pénètrent sur les chantiers Harland & Wolff de Belfast. 6 000 d'entre eux vont travailler à la construction des paquebots du siècle. Lorsque la construction du Titanic débute, le chantier de l'Olympique a déjà commencé depuis 3 mois. Dans la cale voisine, des blocs en bois spécialement conçus ont été minutieusement positionnés pour édifier le navire. Cette ligne de thym va servir de lit au premier élément du navire, sa quille. La première étape de la construction d'un navire, c'est la pose de la quille. C'est un moment très symbolique qui est un peu comme la pose de la première pierre d'un bâtiment. C'est littéralement la colonne vertébrale du bateau. Comme pour la colonne vertébrale d'un squelette, tout dépend de cette partie-là. La quille doit être absolument équilibrée et alignée. Sa mise en place doit être réglée au cordeau. Cette quille est constituée de plusieurs poutres en acier laminé assemblées entre elles en fond de cale. Le tout forme une immense barre métallique de 50 cm de large et s'étendant sur toute la longueur du paquebot. C'est vraiment la quille, l'élément central qui va être l'axe de construction de tout le bateau par la suite. Deux mois plus tard, une nouvelle étape commence. Elle détermine à elle seule la solidité et la sécurité du navire, la mise en place d'un double fond. Cette double peau composée de caissons de métal est un bouclier redoutable contre l'ennemi majeur d'un navire, l'inondation. Depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on a bien saisi un concept pour s'assurer que les navires flottent. C'est que si jamais il y a un trou, il faut éviter que l'eau rentre dans l'intégralité du navire, sans quoi il va couler. Vous heurtez un rocher, par exemple, vous ne coulerez pas. Le navire est rapatrié sur le chantier naval, la coque est réparée et c'est reparti. La sécurité est au cœur du projet de la classe olympique. Il faut rendre ces bateaux les plus sûrs possibles et utiliser ces idées révolutionnaires pour assurer la sécurité du Titanic. Le montage de ce double fond est un défi en soi. Les différentes pièces métalliques sont assemblées par la technique du rivetage. Le rivetage, c'est la superglue de l'époque. Si c'est du métal, c'est riveté. Les techniques de construction du Titanic et de l'Olympique sont les mêmes que celles utilisées sur des bateaux plus petits. Seulement, ils sont si grands qu'on n'est pas sûr du résultat. 3 millions de rivets sont nécessaires à la construction du Titanic. Un tiers va être posé par une technologie à la pointe de la modernité. Cette énorme machine, la riveteuse hydraulique. Cette nouvelle machine est constituée de pinces géantes, montées sur un pont roulant. Elles sont rapides et efficaces, ce qui crée un joint très résistant. Ils introduisent ces rivets dans des trous percés à l'avance. La riveteuse positionne ces rivets par pression, les compresse parfaitement et bouche les trous. C'est une technologie qui est très coûteuse, mais qui permet de s'assurer que ce rivetage soit très solide. Juillet 1909. 5 mois après le début du chantier, la construction peut prendre de la hauteur avec la pose d'énormes armatures. Dans le jargon, on les appelle les couples. Ce sont eux qui serviront de support aux tôles d'acier de la coque du Titanic. Les couples, qu'on appelle aussi les côtes, sont comme les côtes d'un squelette. Ce sont eux qui donnent sa forme à la coque. Ils constituent aussi la structure principale qui relie tout le reste des éléments. 300 couples de 20 mètres de hauteur sont nécessaires pour charpenter la cage thoracique du Titanic. Leur fabrication est un travail d'orfèvre. Après avoir été parfaitement pensés par les ingénieurs du chantier, ils sont confiés à une armée de dessinateurs dont la mission est une gageure. Ils doivent reporter ces plans à taille réelle dans ce hangar de la taille d'un terrain de football. Tous ces éléments-là vont être créés, dimensionnés et sont dessinés à taille réelle, en fait, dans une grande salle des chantiers Harland & Wolff, à la craie. Tout, à l'époque du Titanic, est pensé, confectionné, dessiné à la main. Les couples sont dessinés sur des planches en bois attachées les unes aux autres. Ils sont tracés à la craie et puis gravés avec un couteau spécial.
C'est dans le cadre de ce processus qu'on vérifie les patrons pour être sûr que toutes les lignes s'entrecoupent correctement à taille réelle, de sorte que lorsque les couples sont créés, ils s'assemblent là où c'est prévu. La moindre erreur, notamment lorsqu'il s'agit de convertir des dessins à l'échelle en dessins grandeur nature, peut amener à la création de pièces défectueuses. Au mieux, c'est une perte de temps. Au pire, vous risquez de compromettre la qualité, la stabilité et le fonctionnement même du bateau. Et leur pose doit être réglée au cordeau, sans quoi les conséquences peuvent être catastrophiques sur la suite du chantier. Le risque, que la stabilité du bateau ne soit pas assurée et qu'il bascule dans la cale de construction ou lors du lancement de la coque. Lorsque vous mettez en place ces couples de 30 mètres de hauteur, vous voulez vous assurer qu'ils soient bien alignés pour obtenir une forme correcte, symétrique, mais aussi pour garantir la stabilité du bateau sur la cale pendant la construction. Un navire n'est pas conçu pour être sur terre. Plus sa structure prend de la hauteur, plus son centre de gravité bouge, ce qui présente un nouvel obstacle à surmonter. Il est impératif de maintenir la coque bien droite, sans quoi les conséquences seraient dramatiques. Si un bateau venait à se renverser pendant la phase de construction, les conséquences seraient absolument catastrophiques pour le bateau lui-même, mais aussi pour le portique et la zone tout autour. Donc on va étayer en fait la structure du bateau avec des grosses poutres en bois qui vont venir renforcer et tenir le bateau droit dans la cale de construction. Il n'y a pas de laser, ni d'outils électroniques. C'est équipé d'un crayon et d'une scie que les ouvriers doivent appliquer les plans qui leur sont donnés et faire en sorte de tout reproduire parfaitement au millimètre près. Dans le même temps, les ouvriers posent toute l'ossature intérieure du paquebot. Des centaines de poteaux et de traverses métalliques viennent renforcer la coque du Titanic. Il faut imaginer ça comme une espèce de grande grille avec énormément de piliers qui assurent que le navire garde sa forme. La coque seule, autrement, se déformerait très vite. C'est tout un ensemble de processus qui marchent ensemble. On ne peut pas installer les tôles sans les pièces internes pour les maintenir. Avril 1910. Plus d'un an après la pose de la quille, la structure de la coque du Titanic est terminée. Elle peut maintenant être recouverte de son enveloppe métallique. Elle est composée de 2000 plaques d'acier. Les plus grandes mesurent 10 mètres de long sur 2 mètres de large pour une épaisseur moyenne de 3 cm. Chacune d'entre elles pèse près de 4 tonnes. Ces tôles rectangulaires proviennent des meilleures aciéries d'Irlande et d'Écosse. L'acier est utilisé et testé selon les standards de l'époque pour s'assurer qu'il ait une qualité et une résistance suffisantes pour une utilisation sur un bateau de cette taille. L'acier du Titanic est plus que convenable. C'est même le meilleur que vous pouvez trouver à l'époque. Une fois rapatriées sur les chantiers Harland & Wolff, ces tôles sont traitées dans cet atelier où elles sont trouées avec la plus haute précision. Le but, accueillir les lignes de rivets qui vont garantir l'étanchéité de la coque du Titanic. Vous avez 2 plaques de métal qui se chevauchent. Elles ont des trous, vous alignez les trous et puis vous y insérez ces rivets brûlants. 2 millions de rivets en fer forgé vont être posés selon la méthode traditionnelle du rivetage manuel. Ce travail d'horloger est effectué par des équipes de professionnels triés sur le volet, à la réputation et au savoir-faire mondialement connus, les riveteurs. Les riveteurs ont un travail très difficile. Ils sont très respectés sur le chantier, comme les acteurs principaux d'un film. Un bon rifter vaut son pesant d'or. Ces hommes sont payés au nombre de rivets posés. Les équipes sont souvent composées de 5 personnes. Chacune d'entre elles a un rôle bien défini. La rapidité d'exécution est la clé de leur réussite. Les riveteurs ont une fenêtre de tir extrêmement courte. Ils ont seulement 10 secondes pour fixer chaque rivet à la coque en le gardant chauffé à la même température.
Si le rivet n'est pas chauffé à la bonne température, il ne sera pas posé correctement, ce qui va entraîner une perte de temps, de matériaux, mais qui va aussi retarder la construction. C'est pourquoi ils doivent parfaitement se coordonner. Le premier a l'immense responsabilité de chauffer chaque rivet à une température de 650 degrés, la température de la lave en fusion, ni plus ni moins, sinon le rivet en serait fragilisé. Vous avez de jeunes apprentis de 13-14 ans qui travaillent sur le chantier. Ils débutent dans les équipes des riveteurs en tant que chauffeurs ou attrapeurs. Le chauffeur fait chauffer ses rivets pour les rendre malléables et donc plus faciles à travailler. Puis, il les lance à l'attrapeur, qui les récupère et les insère dans le trou. Quelqu'un saisit le rivet brûlant avec des pinces, le met en place, et de l'autre côté, 2 hommes frappent avec un marteau, chacun leur tour, pour aplatir l'extrémité et maintenir le rivet en place.